2 ans d'attente pour une série, ça fait toujours très mal. The Witcher saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, et si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. The Witcher est l'histoire de Geralt, un sorceleur, c'est-à-dire un chasseur de monstres qui parcourt le monde pour sauver la population de ces monstres. Son monde va basculer lorsqu'il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Ciri. Pour ceux qui me connaissent pas, The Witcher c'est mon univers préféré, j'ai fait les jeux, j'ai lu les livres, j'ai écouté les audiobooks, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne et il y en aura encore plein sur la chaîne. D'ailleurs pour cette saison 2, j'ai prévu 4 vidéos, une vidéo critique, celle-ci, une vidéo avec les différences avec les livres, il y en a beaucoup des différences, une vidéo où je vais répondre à vos commentaires de cette vidéo et de celle des différences, et une vidéo 4 pour parler un peu de la saison 3 et des choses que j'ai envie de voir s'améliorer. Vu que je suis un grand fan, je suis sûrement la personne la plus difficile à convaincre car j'ai tous les points de vue dans la tête et du coup peut-être que vous allez plus apprécier cette saison que moi parce que voilà, je suis peut-être plus difficile avec cette série et j'ai envie de voir la meilleure chose possible. J'avais bien aimé la saison 1, c'est vrai, il y avait pas mal de problèmes, mais j'avais bien aimé. Je peux vous dire que la saison 2 n'a pas du tout les mêmes problèmes que la saison 1, tous les points ont été améliorés, mais du coup, il y a des nouveaux problèmes et il faut en parler. Mais avant d'en parler, j'ai envie de vous parler de Brajlon. C'est pas un partenariat payé que je fais avec eux, mais en fait, je les ai contactés pour qu'on fasse un partenariat pour vous. Brajlon, c'est pour moi les meilleurs éditeurs du sorceleur de The Witcher en France, et ils ont plein de collections différentes, ils ont les livres, mais ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est The Witcher illustré, et je les ai contactés parce qu'en fait, j'avais envie de mettre en avant leur marque de une parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et pour moi c'est les meilleurs concernant le sorceleur en France et ils croyaient au sorceleur bien avant l'existence des jeux vidéo et leurs produits sont incroyables. Vraiment ils sont fous et on a envie de vous en faire gagner quelques-uns. Donc celui-ci c'est Witcher illustré, le moindre mal. En fait c'est un chapitre du livre que vous connaissez sûrement si vous avez vu la saison 1 mais illustré donc pas des artistes et vous avez le chapitre en même temps donc avec du texte et des choses comme ça. C'est super bien, c'est super joli. Je vous mettrai aussi un lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Mais suivez-moi sur les réseaux pour gagner un exemplaire et durant les 4 prochaines vidéos, enfin les 3 prochaines vidéos, les 4 vidéos de Witcher, je vous ferai gagner des exemplaires de leur collection. Donc merci à eux et allez-y, hein, franchement, c'est une qualité incroyable. Aussi, un autre petit conseil, avant de regarder la saison 2, je vous conseille de regarder le film animé de Witcher Nightmare of the Wolf qui raconte un peu l'histoire de Vesemir et l'histoire des sorceleurs. Et des fois, dans cette saison 2, il cite des événements qui sont présents dans le film d'animation. Le film est vraiment cool en plus, donc je vous le conseille vraiment, c'est 1h20, ça se regarde très vite et c'est très sympa. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de contexte sur cette saison 2. Et vous étiez beaucoup à me le demander, évidemment, pas besoin des livres ou des jeux vidéo pour apprécier la série, elle est vraiment faite pour tout le monde. Et elle commence d'ailleurs à être faite plus pour les gens qui ont joué au jeu plutôt que pour les gens qui ont lu les livres, mais ça on en parlera après. Dès la première scène, au fait, on te remet dans l'ambiance de The Witcher, c'est sombre, c'est violent, c'est gore, vous allez voir des monstres, des créatures, des gens mourir, c'est un monde vraiment brutal. Peut-être un peu moins brutal que la précédente saison car c'est vraiment pas le but de cette saison-là de vous réintroduire le monde. Je trouve que la saison 1 a bien fait le taf pour introduire le monde et tous ces différents éléments, mais là dès le début, voilà, tu commences avec une scène qui est géniale, glaçante et vraiment bien foutue. Ça reprend juste après les événements de la saison 1, directement après, il n'y a pas de saut dans le temps et encore une fois, il n'y a pas de timeline différente. Cette fois-ci, l'histoire est linéaire. D'ailleurs, ils font un commentaire concernant les timelines dans la série, une petite blagounette des scénaristes. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la saison 1, je vous conseille quand même de regarder un récap. Et Netflix en a posté un de 6 minutes en français, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'au début de la saison, on vous fait quelques explications sur quelques trucs. On vous réexplique certaines choses, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu en revoyant cette saison. Ils sont quand même conscients qu'il y a eu 2 années entre les 2 séries. Voilà, c'est assez vrai ça. Et c'est assez marrant parce que l'histoire avance beaucoup, mais pas beaucoup à la fois. Ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire que si vous avez lu les livres, je pense que vous allez être assez perdu parce que moi, je l'ai été pendant longtemps. C'est là qu'en écrivant la critique, je me suis retrouvé un peu, mais c'est vrai que l'histoire avance beaucoup. Mais quand tu connais les livres, dans les livres, l'histoire avance très peu. C'est adapté donc du 3e tome, Le sang des elfes, mais aussi quelques petites histoires inventées, évidemment. Quelques épisodes sont totalement inventés, même pas adaptés des livres, et quelques épisodes sont aussi inspirés des jeux vidéo aussi. Quelques créatures, quelques personnages sont inspirés des jeux vidéo qui n'existent pas dans les livres. Enfin bref, là je vais pas comparer, il y aura une vidéo spécifique pour ça. Et tout ça pour dire que pour vous qui n'avez pas lu les livres, l'histoire va avancer beaucoup je trouve. Pour ceux qui ont lu les livres, vous allez ressortir avec un sentiment de frustration
assez fort. Le premier chapitre du livre, il commence au 3 ou 4e épisode. Et au fait, ils ont même pas adapté la moitié du bouquin. Et c'est assez frustrant parce que Le Sang des Elfes, en plus, c'est un bouquin qui est assez court. C'est l'un des plus courts et c'est là où il se passe quasiment le moins de choses. Donc juste arriver à la moitié du bouquin, bah, en fait, ça fait peur pour la suite de une, mais ça, on en parlera après. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, vous pouvez y aller. L'histoire avance beaucoup, il y a beaucoup de développement de personnages, vous allez pas vous ennuyer. La série est vraiment bien rythmée. C'est vrai qu'il y a 2 épisodes qui sont moins bien d'après moi, les épisodes 3 et 7, car c'est trop lent. Et encore une fois, tu vois les faiblesses de la série quand elle n'adapte pas les bouquins. Parce que l'histoire des bouquins, le grain de vérité, le tout premier épisode est d'après moi peut-être le meilleur épisode de la série. C'est un épisode fantastique, super bien fait, et tout, on en parlera dans spoiler épisode par épisode, qui est clairement adapté des livres, mais qui a quelques trucs qui ont été ajoutés par les scénaristes pour adapter à la série. Et des fois, en fait, ils font des choix intéressants d'adaptation qui sont vraiment bons et cohérents, parce qu'il faut aussi adapter au fait que c'est une série. Des fois, ils inventent des trucs par contre, et c'est là le point faible de la série, c'est que les intrigues inventées, pas toutes, hein, vraiment pas toutes, mais pour moi, les intrigues inventées sont les moins bonnes. Donc il y a une intrigue avec les mages et les sorcières qui est vraiment lente et pas intéressante, je trouve. T'as une intrigue avec une sorte de créature, je vais pas vous le spoiler, que je trouve vraiment mal exploité, et c'est dommage car ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais par contre, des trucs un peu inventés, il y a l'histoire des elfes qui a été vraiment bien foutue d'après moi, et l'histoire de Caïr qui a été vraiment bien inventée aussi. Voilà, il y a quelques trucs qui sont vraiment bien, qui sont différents des livres. Donc voilà, je veux pas garder en tête que les livres, sachez-le pour la critique, hein. C'est pas parce que je l'ai lu que je pense qu'à ça. Je vois aussi les bonnes choses qu'ils ont faites qui sortent pas des livres, mais je vois aussi les mauvaises choses d'après moi qu'ils ont faites qui sortent pas des livres. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est un peu dommage parce qu'ils ont de bonnes idées des fois, et des fois ils ont vraiment de très mauvaises idées, mais ça on en parlera plus en détail en spoiler. Mais le cœur de la série, c'est évidemment la relation Geralt-Ciri. Voilà, cette relation, on va dire, de père et fille qui est géniale. J'aime beaucoup le fait que Ciri découvre au fur et à mesure ses pouvoirs, elles deviennent de plus en plus fortes, elle commence à s'entraîner comme une sorceleur. Geralt de son côté, lui, bah ça reste un sorceleur, du coup c'est un chasseur, c'est un mec qui enquête, mais en même temps un alchimiste, un combattant. Donc ils ont vraiment bien réussi ces personnages-là depuis le début. Et pour moi, vraiment, cette relation-là remonte quasiment beaucoup de choses dans la série. Parce qu'à chaque fois qu'une intrigue un peu pénible, un peu chiante, que je trouve d'après moi dans la série, bah tu reviens à Geralt et Ciri, et là c'est génial. Pour moi, ils ont vraiment compris cette relation-là. Ils ont raté une autre relation d'après moi qui était importante, celle de Yennefer et Ciri d'après moi est un peu ratée pour l'instant. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'ils en font dans la saison 3, mais de ce que j'ai vu là, pour moi, c'est assez décevant et il n'y a pas beaucoup d'alchimie. C'est-à-dire que tous les personnages, je trouve qu'ils ont tous une bonne alchimie entre eux. Les nouveaux personnages, ceux qu'ils ont inventés, je trouve qu'ils ont tous une bonne alchimie entre eux tous. On parle de Vesemir et Ciri. Vesemir et Ciri, ils se parlent pas beaucoup dans les livres par exemple, mais là dans la série c'est génial. Ils ont des petites phrases et tout, ils discutent. Tout Kaer Morhen, tout l'univers des sorceleurs, là où ils habitent, c'est super bien fait, c'est génial. Moi j'avais des frissons la première fois que j'ai vu Kaer Morhen. En tant que fan, j'étais à fond. Donc ils réussissent vraiment pas mal de choses, mais c'est qu'il y a des choses pour moi qui m'ont déçu. Yennefer, Ciri, je trouve que c'était pas assez présent, c'était pas assez bien développé et ils auraient dû faire beaucoup mieux. Mais sinon tout le reste, que ce soit les méchants, les révélations, les mages et tout, ils ont inventé même quelques trucs que je trouve vraiment intelligents. Pour le coup là, ils ont des bonnes idées et ça j'aime bien. Et je trouve que les personnages sont vraiment tous bien écrits. L'histoire de manière générale est bien écrite, mais c'est vrai qu'en termes de rythme, il y a quelques soucis. Et en termes de cohérence, c'est vrai qu'il y a aussi quelques problèmes. Mais c'est vrai qu'ils ont amélioré tous les points qu'on a vus précédemment. La mise en scène est vachement bien, il y a plein d'idées de mise en scène, c'est super prenant. Les scènes d'action sont pour cette fois-ci vraiment toutes bien foutues. Il y a des meilleures scènes d'action que dans la saison 1, c'est clair. Il y a un vrai travail sur les effets spéciaux qui sont vraiment tous bons, je trouve. Ils ont filmé tout ça au Royaume-Uni à cause du Covid. Et en fait, je trouve ça mieux parce que du coup, ça crée une consistance géographique au monde qui est vraiment bien. Avant, ils avaient filmé dans les îles Canaries et des choses comme ça. Et du coup, bah, t'as l'impression qu'il y avait un monde gigantesque. Mais en fait, ça cassait l'ambiance parce que si t'avais un monde gigantesque, la timeline ne marchait pas bien parce que tu savais jamais qu'il y avait 10 ans entre chaque épisode. Et plein de trucs comme ça. Donc là, je suis content qu'il y ait une timeline bien précise. Et le fait qu'ils aient pu filmer qu'un seul endroit, je trouve que ça a donné de la force à cette série car on reste dans les endroits globalement froids. On reste dans ces endroits qui sont très cohérents. Alors oui, la géographie, encore une fois, quand tu connais les livres et tout, c'est un peu bordélique, j'avoue. Généralement, ils vont de Sintra à Kaer Morhen, t'as l'impression qu'ils ont fait ça en une après-midi alors qu'en vrai, il y a 2 semaines. C'est le centre du monde versus le super nord. C'est vraiment abusé. Mais bon, ça, pour le coup, c'est des facilités scénaristiques, mais ça me dérange pas plus que ça. Ils ont bien géré les costumes. Pour le coup aussi, la musique est tendre, elle est épique, elle est mémorable. Il y a un leitmotiv qui revient souvent. Elle est peut-être moins impressionnante que la saison 1 qui avait de super musique, mais vu qu'ils utilisent beaucoup de musique de la saison 1, vu que c'est un leitmotiv, la musique de Ciri et Sintra revient souvent. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment bien utilisées et il y a une vraie continuité, mais t'as l'impression qu'ils ont juste tout amélioré de la saison 1. Tout ce qu'ils ont pris, ils ont fait tiens, on fait ça mais en mieux et ils l'ont fait. C'est peut-être encore un peu trop manichéen pour moi pour l'instant. On verra comment ça va donner la saison 3, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose à changer parce que t'as vraiment l'impression qu'il y a des gentils et des méchants et t'arrives pas à comprendre les motivations des méchants, ce qui était une force des livres, c'est que t'arrivais vraiment à comprendre les méchants et en fait tu pouvais limite choisir ton camp. Donc là, faut vraiment qu'ils explorent un peu ça un peu mieux et rendre les choses moins manichéennes. Ça parle bien de politique, je suis content parce que les gens qui n'ont pas lu le livre, ils vont vraiment pouvoir regarder ça et pas être submergés par la politique car il y en a pas beaucoup pour le coup, mais il y en a un peu, il y a de l'espionnage et des choses comme ça,
mais sans vraiment mettre trop pour perdre les spectateurs. Donc ça, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré de leur part, ils ont encore une fois compris leurs erreurs. Ils ont créé des nouveaux monstres, alors bon, pourquoi pas, il y en a plein dans le livre, mais si t'as envie de créer des nouveaux monstres, bah faites-vous plaisir, et je trouve que tous les monstres sont vraiment réussis, sont vraiment flippants. Il y a toujours des combats super cool avec eux, ou au moins des concepts avec eux qui marchent plutôt bien, donc ça c'est vraiment bien foutu. On parle de prophétie, on parle de vision du futur, voilà, ça aussi ils ont compris. Ils font quelque chose d'un peu différent aussi de ce que je m'attendais. Ils parlent beaucoup de la conjonction des sphères, de la prophétie, des choses comme ça, et c'est plutôt cool, car dans les livres c'est pas très présent, et je trouve que c'est une bonne idée de parler un peu plus de ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment le cœur du récit, et tu vois que bah, dans le fond ça change un peu. Mais c'est plutôt bien foutu, et j'aime bien que l'histoire des monolithes, l'histoire de la conjonction des sphères soit au cœur de ce récit-là, car ils font une série exprès pour parler de ça. Blood Origin, d'ailleurs, la bande-annonce est dans la scène post-générique du tout dernier épisode, donc regardez bien jusqu'au bout, qui a l'air d'ailleurs plutôt pas mal. Je trouve que le casting de tous les acteurs est génial, les nouveaux personnages vraiment réussis, les acteurs ils font tous un bon travail. Non, il y a rien à dire, ils sont tous impliqués, ils sont tous à fond, j'aime tous les acteurs, t'en as pas un qui s'en fiche et ça se ressent, et ça c'est génial. Surtout dans l'évolution de Geralt et son jeu d'acteur qui était très, bon voilà, on va dire très simple dans la première saison, là qui est beaucoup plus étendu et beaucoup plus intéressant. Évidemment, beaucoup de références au jeu, au livre c'est évident, mais il y en a quand même pas mal au jeu, donc les gens vont plutôt apprécier ça aussi. Ça parle de thématiques sérieuses, le racisme avec l'intrigue des elfes qui est plutôt pas mal, je l'avoue. L'intrigue avec un certain personnage m'a un peu déçu, je dois l'admettre, avec un certain démon, je vais pas vous en dire plus. C'est pour moi une intrigue qu'ils ont assez mal exploitée. Ils citent beaucoup moins de noms de villes comparé à la première saison et moins d'événements et moins de trucs, donc les gens sont peut-être moins perdus. Et ça, encore une fois, ils ont bien compris, parce qu'avant, la saison 1, ils citaient tellement de trucs, de concepts, de trucs que les gens étaient perdus. Moi, j'ai regardé ça récemment avec quelqu'un qui connaissait pas du tout, et elle était perdue, quoi. Elle était... je comprenais rien, elle m'a dit. Mais c'est vrai que là, saison 2, ils se sont calmés avec ça, et c'est beaucoup plus compréhensible. Après, évidemment, ça parle de la thématique aussi de la solitude. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est un monstre et on sont seul? Quels sont réellement les monstres? Est-ce que c'est les monstres, voilà, qui ont été créés par la magie? Est-ce que c'est les monstres qui viennent d'autres mondes? Est-ce que les humains, c'est des monstres? Encore une fois, une thématique très propre à l'univers de The Witcher. Ça parle aussi beaucoup de l'esprit familial, de beaucoup de personnes, des amis, la famille, des choses comme ça. Ça parle de maternité aussi beaucoup, comme dans la saison 1. Il y a aussi un petit côté féministe qui était quand même très présent dans les livres, qui revient un peu, mais qui est vraiment subtil et bien foutu. Et globalement, j'ai trouvé cette saison 2 beaucoup plus émouvante que la saison 1, et il y a des moments, j'avais peut-être pas les larmes aux yeux, faut pas exagérer non plus, mais j'étais ému, et t'as des scènes touchantes, mignonnes. Je souriais au fait par bonheur, et ça, ils l'ont vraiment bien géré. Pour conclure, je dois vous admettre que c'est beaucoup mieux que la saison 1, mais il y a encore des problèmes, il y a encore des intrigues un peu lentes, il y a encore un problème de rythme. Tu vois que les épisodes 3 et 7, ils avaient plus de budget, du coup ils ont dû faire des épisodes où il se passe pas grand chose. Encore une fois, ils ont de bonnes et mauvaises idées, ils ont adapté des choses qui sont intéressantes, ils ont changé des choses des livres qui sont bonnes et pas bonnes, des choses qui changent complètement l'âme de la série de livres. Mais bon, encore une fois, ça je critique pas, hein, je dis juste que c'est un changement. Mais c'est vrai que ceux qui ont lu les livres vont peut-être être un peu déçus par ça, mais globalement c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Dans la réalisation, les effets spéciaux, les acteurs, tout est bien. C'est pas excellent parce que des fois tu te dis que c'est pas toujours très original, très créatif, c'est mal exploité à certains moments. Mais ouais, si vous avez aimé la saison 1, vous allez beaucoup plus aimer cette saison 2, je pense. C'est un vrai régal pour le coup. Moi j'ai tout regardé d'un coup, j'ai vraiment bien aimé. Hein. En tant que fan des livres, faut que je prenne du recul parce qu'il faut que je me pose des bonnes questions. Est-ce que les choix étaient bons? Et je le ferai dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que je pense que les gens qui n'ont pas lu le livre vont beaucoup plus apprécier cette saison 2 que la saison 1. Et si vous avez abandonné The Witcher à la saison 1, donnez une chance à la deuxième parce qu'il y a vraiment de bonnes choses et la série est partie pour faire de belles choses. J'ai peur pour la suite. C'est vrai, j'ai vraiment peur, mais la série est en train de partir vers de meilleures choses. Et je pense que c'est le genre de série qui va s'améliorer saison après saison. Et ça, c'est génial. Mais il faut vraiment qu'il reste, d'après moi, plus proche du livre. Parce qu'en fait, les livres sont tellement bien. Et je veux bien que surprendre le spectateur, c'est une bonne idée aussi, hein, surtout celui qui a lu les livres. Et des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, il y a des mauvaises surprises. Donc, il faut vraiment bien choisir son camp. Mais globalement, je suis pas déçu. Voilà, je suis pas non plus enthousiasmé de fou. Voilà, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve pas que c'est incroyable. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment divertissant. C'est une bonne série de fantasy. Voilà, on n'est pas à des niveaux stratosphériques et j'espère que ça va y arriver un jour parce que je pense que la licence le mérite. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est encore en train de faire un peu n'importe quoi à certains moments. J'ai un peu peur pour la suite. J'ai aussi envie d'être un peu optimiste et je pense qu'à partir de maintenant, ça ne peut devenir que mieux. Et cette saison 2 est pour moi véritablement une réussite. À partir de maintenant, on va passer en spoiler et on va parler de chaque épisode. L'épisode 1, vraiment, on se concentre sur les conséquences de la bataille de la colline de Sodden. On parle pas mal de Nilfgaard, il y a un côté politique. Vraiment, on passe directement de la saison 1 à la saison 2 en parlant des conséquences, en mettant un peu plus de contexte géopolitique. C'était vraiment bien fait. Clairement, ils ont appris de leurs erreurs et je suis grave content pour ça. Mais le cœur de cet épisode-là, c'est évidemment l'histoire avec Nivellen. Alors Nivellen, moi, c'est l'une de mes histoires préférées des livres et je trouve qu'ils l'ont parfaitement
faite au fait. Je suis désolé mais c'est vraiment bien fait, il y a le côté La Belle et la Bête évidemment, la magie, tout ça c'était génial, j'adore le manoir, j'adore tout au fait, j'adore le mystère, j'adore la Brooks. Faut savoir que Ciri n'est pas présente dans les livres à ce moment-là et je trouve qu'ils ont super bien adapté. Ils ont vraiment créé une thématique par rapport au fait que Ciri c'est peut-être un monstre au final et du coup tous les monstres du récit la reconnaissent et ont envie de lui parler parce que moi ma théorie c'est que les monstres ont envie de rentrer chez eux et Ciri est la seule qui peut voyager à travers les sphères. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ça l'histoire, hein. C'est la fin de la saison 2, c'est au fait on apprend que Ciri peut voyager à travers différentes sphères et du coup je pense que les monstres veulent tout simplement rentrer chez eux via Ciri. Je sais plus si c'est expliqué dans les livres, ça pour le coup ça me dit rien, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres, je suis en train de les relire, je viens de finir Le Temps du Mépris, mais c'est vrai que voilà, il y a une raison à laquelle les monstres veulent retrouver Ciri et c'est plutôt bien expliqué. Mais je trouve ça génial, les détails dans les scènes, j'adore Nivellen, l'acteur est génial, ça m'a fait bizarre de le voir sans barbe pour le coup, j'ai trouvé ça super bien foutu aussi, j'adore le costume, les prothèses et tout, c'est cool. J'ai beaucoup aimé le jeu à boire car en fait si vous remarquez bien les petits détails de la série, lorsque Geralt lance son couteau, en même temps il touche son médaillon parce que le médaillon reconnaît la magie et si son médaillon bouge, vibre, il y a de la magie et c'est là qu'il comprend qu'en fait les dagues sont truquées et magiques. Donc il y a plein de petits détails comme ça que j'ai aimé, j'adore la Brooks, putain quelle idée géniale, elle était flippante parce qu'il y a des effets spéciaux un peu bizarres sur elle, elle est un peu saccadée, du coup ça donne ce côté surnaturel. Lorsqu'elle ouvre sa bouche, elle est vraiment badante, tu la regardes, tu te dis putain c'est quoi ce truc. Le combat contre elle est vraiment cool, la manière dont on voit que c'est une créature dangereuse parce qu'elle est intelligente, elle peut faire humaine, elle peut vraiment jouer sur les émotions des gens. Dans les livres, c'est l'une des créatures les plus dangereuses et je trouve que c'est un bel hommage à ce qu'ils ont fait dans cette série et c'est pour moi le meilleur épisode de la série parce que tout se mélange super bien. La thématique de Ciri qui est presque une monstre, et les monstres qui veulent lui parler et qui l'apprécient d'une certaine manière parce qu'ils ont besoin d'elle. La relation Geralt-Ciri qui est vraiment à ses débuts et qui est bien développée, super bien foutue. La révélation sur Nivellen qui a violé cette femme et c'est pour ça que c'est devenu un monstre et Geralt qui a presque envie de le tuer en fait. Le combat est super bien foutu aussi, il y a rien à dire, c'est une vraie réussite cet épisode, c'est une vraie claque, je trouve vraiment un excellent épisode de série et il y a plein de trucs super cool, même Geralt a peur de Ciri car il sait qu'elle est super puissante et on parle aussi beaucoup de ses émotions parce qu'il est encore blessé de la mort de Yen et des choses comme ça, enfin la mort supposée de Yennefer. Pour le coup c'est une belle fin touchante et ça montre encore une fois que le monde de Witcher n'est pas ce qu'il paraît réellement. Cette réadaptation de La Belle et la Bête, ça de Witcher le fait souvent, reprendre des contes connus et les changer au mode de Witcher. Cette réadaptation de La Belle et la Bête est vraiment bien foutue, tu comprends l'amour entre les deux créatures, même quand à la fin t'es du côté de Nivellen car il a sauvé Geralt et Ciri. En même temps quand t'as cette révélation, ce retournement de situation, tu détestes automatiquement Nivellen et tu veux un peu qu'il meure aussi. Pour le coup cet épisode là c'était une masterclass et c'était une super bonne idée de retourner dans les anciens livres et d'aller adapter ça parce que c'est une super histoire et ils l'ont vraiment bien géré. L'épisode 2 je trouve qu'il fait aussi un bon taf pour un peu annoncer les Scoia'tael, donc ces elfes là avec Francesca qui est censée être la plus belle femme du monde. Personnellement je la trouve très jolie et je trouve que son titre lui va bien. Titre qu'ils n'ont d'ailleurs pas utilisé dans la série. Philippe Vandrel qui est encore présent de la saison 1, mais on comprend bien la politique des elfes, on comprend un peu plus les elfes pourquoi ils sont importants. C'est-à-dire que les elfes on apprend dans la série qu'ils sont fertiles, mais ça ils l'ont pas bien expliqué je trouve, parce que au fait dans les livres ils te disent que les elfes ils sont fertiles à partir d'un certain âge. Et du coup dans la série on te dit pas exactement pourquoi il y a plus d'enfants elfes. On te dit qu'il y en a plus parce que les humains les ont tués. Mais en fait ce qui s'est passé, et c'est là que c'est un peu mal expliqué, dans les livres on te raconte qu'en fait il y a eu un génocide évidemment des elfes, les humains ont tué tous les elfes, et au fait les elfes qui sont restés en vie ne sont plus fertiles car trop âgés. Et les elfes peuvent vivre des centaines d'années, mais à partir d'un moment ils sont fertiles, ils le deviennent en tout cas. Et du coup il y avait plus aucun elfe qui était capable d'avoir des enfants, et là dès qu'il y a un enfant, grâce au miracle de la magie humaine d'ailleurs, tout le monde est content et du coup les elfes n'ont plus envie de rejoindre Nilfgaard. Car la théorie c'était ça, Nilfgaard voulait donner l'assistance aux elfes et en échange les elfes aidaient aussi Nilfgaard car les elfes se font détester par tous les royaumes du Nord qui sont en train de les exécuter, ils font un nouveau génocide des elfes, la thématique du racisme, et Nilfgaard qui veut envahir le Nord s'est dit écoutez l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et du coup ils disent voilà on va bosser avec les elfes. Nilfgaard leur a promis Dol Blatana c'est une ancienne cité des elfes, en l'échange de l'aide qu'ils vont fournir à Nilfgaard ils vont avoir de nouveau cette cité perdue. Sauf qu'évidemment il y a un enfant qui rentre en jeu et dès qu'il y a un enfant en fait les elfes n'ont plus besoin de Nilfgaard, maintenant ils peuvent juste repeupler la population simplement, ils n'ont pas besoin de l'aide de Nilfgaard parce que d'après eux les elfes étaient une race qui allait s'éteindre, donc forcément ils avaient besoin d'aide, et Nilfgaard étant l'une des plus grandes armées du royaume et qui veut envahir le Nord, il faisait équipe. Alors ça il explique pas très bien, donc faut suivre un peu par rapport à ça, mais du coup dès qu'il y a un enfant, Nilfgaard ils se rendent compte que c'est problématique parce que si eux ils ont un enfant ils vont plus nous aider, du coup ils décident d'assassiner l'enfant, le bébé, afin que Nilfgaard ait toujours l'assistance des elfes. Mais évidemment les elfes s'en rendent compte et ils décident de se venger et ils tuent donc tous les bébés de Nilfgaard. C'est un gros bordel, mais au moins voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce qui s'est passé dans la série. Et je trouve que c'est pas très bien expliqué, mais ça passe. Parce que je trouve que l'intrigue des elfes, qui était différemment présente dans le livre, ils l'ont bien adapté, enfin pas adapté, ils l'ont bien changé, et il y a des choses intéressantes. Le racisme est présent, la manière dont la politique et les elfes sont vraiment liés, la manière dont ils disent pas Scoia'tael, il me semble dans cette saison 2, mais en fait les Scoia'tael c'est le groupe terroriste des elfes un peu. Enfin terroriste en fonction
fonction du point de vue. Donc c'était plutôt cool et j'ai bien aimé la manière dont ils ont intégré cette intrigue et je trouve qu'elle était globalement réussie. On parle beaucoup de Yennefer et Fringilla, donc il y a pas mal de choses par rapport à ça qui sont plutôt bonnes. Leur relation, tu vois qu'elles s'aiment pas vraiment, mais elles ont grandi ensemble d'un certain point de vue, enfin pendant quelques dizaines d'années d'ailleurs. On reparle évidemment de la maternité perdue de Yen au début, mais à la fin, elle fait un peu son deuil de ça, en tout cas pour l'instant. Mais là, ce rêve aussi où elle est enceinte, elle est grave contente, mais en fait, elle s'est manipulée par la sorcière des bois, Baba Yaga. Bon, ça, on en parlera après parce que j'ai quelques soucis avec ça. Mais un truc qui a pas eu de sens, qui a du sens quand tu connais les livres, évidemment, à ce moment-là, mais t'as Fringilla qui a une vision de Emhyr, et Emhyr est masqué. Mais en vrai, dans l'histoire, ça n'a aucun intérêt que Emhyr soit masqué dans cette vision. Il me semble que Fringilla l'a déjà rencontré avec son vrai visage, mais vu qu'il faut cette révélation à la fin, ils étaient obligés de le cacher pendant ce flash. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas montré dans l'ombre, tout simplement? Ça aurait été plus logique. Enfin bref, là, le fait qu'il a un masque, peut-être ça permet de pas se douter que c'est quelqu'un de connu, parce que les gens qui ont lu le livre, ils se disent bah c'est complètement con, ça a pas de sens dans l'histoire. Mais ceux qui ont pas lu, ils savent pas que Emhyr c'est le père de Ciri. Du coup, pour parler de ça, vu qu'on est sur ce sujet-là, j'ai beaucoup aimé la révélation qu'elle soit faite à la fin de la saison 2. Dans les livres, c'est vrai que c'est fait beaucoup plus loin, mais ça a pas de sens dans les livres, car dans les livres, on te parle de Emhyr, mais on te le décrit jamais. Donc quand tu lis les livres, tu peux t'imaginer ce que tu veux. Tu sais pas que c'est le père de Ciri. Mais évidemment, pour une série, t'étais obligé de le montrer, discuter et parler. Et du coup, je trouve que la révélation est moins puissante que dans les livres, certes, mais moi, j'ai quand même eu des frissons à la fin. La manière dont la mise en scène est faite, la manière dont ce retournement de situation à la fin, c'est un vrai cliffhanger. Et maintenant que tu sais que c'est le père de Ciri, vous allez voir. Hein. Je vous spoile pas les livres, évidemment, mais vous allez voir. J'espère qu'ils vont garder cette intrigue, hein, parce qu'elle est vraiment glauque, mais vous allez voir, c'est vraiment une super bonne intrigue, et c'est vraiment l'un des piliers de la série. La révélation sur Emhyr, c'est un truc ultra connu dans les livres et dans les fans des livres, et je suis content parce qu'ils l'ont pas gâché d'après moi. Elle est vraiment bien faite, et ça mérite d'être le cliffhanger de fin de saison 2. Évidemment, quand on est arrivé à Kaer Morhen, moi j'avais des frissons, j'étais grave content d'y être, c'est la vérité. J'ai bien aimé l'alchimie entre tous les sorceleurs, on dirait une vraie fraternité, ils sont tous potes, ils s'aiment, ils sont frères, même plus que potes. Hein. C'est la thématique de la famille, ils sont tous ensemble. J'ai beaucoup aimé Lambert et Cohen, je trouve qu'ils sont très drôles et les acteurs font un bon taf. J'ai aussi beaucoup aimé Eskel, étonnant qu'il meurt, parce que dans les livres c'est pas comme ça, c'est vrai. Mais j'ai bien aimé le combat avec le Leshen. Je trouve que cette idée du Leshen qui contamine quelqu'un était bonne. Ça permet d'avoir une histoire logique de pourquoi un Leshen est ici. Donc c'était plutôt bien foutu et j'ai bien aimé ça et le combat était stylé. Et pour moi, l'épisode 2 de manière générale est vraiment bien aussi. La mort de Eskel est touchante, tu vois que les sorceleurs sont vraiment proches parce que tout le monde est triste à la fin. Et du coup, à la toute fin, quand il y en a encore plein d'autres qui meurent, tu te rends compte de l'impact que ça va avoir. Ok, c'est des no-name qui meurent à la fin. Si un sorceleur est mort, il y avait toutes ces funérailles et après il y en a plein qui meurent, vous vous rendez compte des conséquences pour la saison 3. Ils vont tous être déprimés, les sorceleurs, et très en colère face à Geralt. Mais c'est une famille et c'est ça la thématique principale, c'est quoi qu'il arrive, ils s'aiment et ils seront là. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir, je pense, Nightmare of the Wolf pour ceux qui n'ont pas lu les livres, car vous comprenez un peu plus pourquoi c'est une fraternité et pourquoi c'est important de voir ce film aussi. Mais pour le coup, je les adore. Et Vesemir, voilà, moi c'est un gros coup de cœur. Kim Monia, il est génial. J'adore la relation qu'il a avec Ciri, super cool, super touchante. Ils sont coupables, j'aime bien cette motivation qu'il a de vouloir remettre un peu des nouveaux sorceleurs au monde. Il est prêt presque à sacrifier Ciri pour tenter d'avoir ça. Les enfants sorceleurs, il y en a un dixième qui survivent, donc pour vous dire. Hein. Pour moi, c'était un super épisode, j'adore Kaer Morhen, il y a un vrai travail sur le décor, c'est super bien foutu, il n'y a rien à dire. On n'y retournera pas d'aussitôt, c'est vrai, mais c'était super touchant et je trouve qu'ils ont vraiment iconisé cet endroit, c'est vraiment bien. J'aime bien aussi le petit détail qu'en fait, tout le monde a un peu un médaillon différent, parce que tout le monde se plaignait du médaillon de Geralt qui est un peu bizarre, mais tout le monde en a un différent et je trouve ça vraiment cool. Et il continue de parler de la conjonction des sphères, évidemment, il parle du fait que ce continent n'est fait pour personne, car je le rappelle, au fait, c'était le continent des nains, et au fait, les elfes sont arrivés, puis les humains, puis les monstres et tout, d'où la conjonction des sphères. L'épisode 8, t'as cette animation au début de l'épisode où il y a une conjonction de sphères. C'est ça, au fait, et ils disent bien que ce continent n'est au fait pour personne, et personne n'est à la maison sur ce continent. Sauf les nains. Alors, je sais plus si c'est les nains qui sont arrivés en premier ou les elfes, mais je crois que c'est les nains et les elfes après. Normalement, Blood Origin, la série, va nous expliquer tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu expliqué dans les livres, mais c'est pas le cœur des livres. Là, ils en parlent tout le temps. Les monolithes, la conjonction des sphères, les créatures, les sphères, la manière dont Ciri peut voyager à travers les sphères. Enfin, ils parlent que de ça. Et ça me déplaît pas, honnêtement. Je trouve que c'est une idée intéressante. On va voir ce qu'ils veulent faire avec cet univers-là. Mais c'est vrai que c'est un peu différent des livres et moi, ça m'a fait un peu bizarre au début. Mais voilà, l'idée, j'aime bien et je pense qu'ils peuvent faire de bonnes choses avec ça. Et c'est pas trop compliqué, je trouve, pour le spectateur non plus, qui ne sait pas ce que ça veut dire. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Et il commence à parler de la prophétie aussi de White Frost. C'est encore une fois, je vous garde la surprise sur ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il parle de ce froid qui va arriver, qui va détruire le monde. Et voilà, ça, j'en dis pas plus. Mais il commence déjà à en parler et ça, c'est bien. Ils en parlaient déjà dans la précédente saison, il me semble. Mais c'est bien qu'ils continuent d'en parler. Alors l'épisode 3, c'est celui que j'ai le moins aimé, j'ai envie de vous dire, parce que j'aime beaucoup l'entraînement de Ciri, j'aime beaucoup la manière dont Ciri essaie d'évoluer, d'essayer de devenir une sorceleur parce qu'elle veut ressembler à Geralt. Et Geralt a ce regard très paternel sur Ciri, il est vraiment là pour elle et il commence à avoir une relation de plus en plus proche. Geralt, c'est un peu un père un peu dur, mais en même temps, tu vois qu'il est là, il essaie d'être un peu doux avec elle, mais il donne de belles leçons de morale. Et je trouve que
leur relation est absolument géniale. Ça, c'est la vérité. C'est la grande force de cette saison et de la série pour l'instant, c'est leur relation, c'est super bien fait. Et la voir s'entraîner et tout, c'est cool. Je regrette un peu qu'il ait pas étudié les monstres. Encore une fois, je suis désolé, mais dans les livres, c'est vrai qu'elle étudie les monstres, elle étudie plein de monstres différents. Et ça aurait été cool d'avoir du foreshadowing. Elle aurait pu étudier un livre sur les basilisques et en avoir à la fin, comme il y a dans la saison. Tu vois, ça aurait été intéressant. Il n'y a pas ce côté alchimie, ce côté étude, parce que, encore une fois, dans les livres, elle passe très peu de temps à Kaer Morhen. C'est un chapitre, je crois. Là, elle passe une saison entière. Et c'est vrai que, du coup, dans ce chapitre-là, on parle de plein de choses. On parle du fait que Triss, elle arrive, et ça, c'est cool parce que c'est juste après. Et j'aime beaucoup la relation Triss-Ciri. Mais on parle aussi du fait que qu'est-ce que ça fait à Ciri d'être une femme. Elle commence à avoir ses règles à Kaer Morhen. Elle est entourée que de mecs. Et du coup, les mecs, vous l'avez vu dans la série, et ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils se comportent entre frères. Du coup, ils lui parlent super mal. Mais voilà, elle est plus sensible, Ciri. Ils savent pas comment parler à une jeune fille. Et du coup, ils sont toujours un peu bruts avec elle. Et voilà, comme des grands frères en fait. Mais sauf que elle est pas faite pour ça. Et du coup, elle est pas heureuse. C'est pour ça que l'intervention de Triss est bonne parce qu'elle a une grande sœur un peu pour l'aider. Tout ça pour dire que j'aurais aimé qu'elle étudie un peu plus les monstres et ça aurait eu de la logique. J'aurais bien aimé un cours de potion avec Vesemir plutôt qu'avoir cette idée où elle devient, ou elle veut devenir en tout cas une sorceleur pour ressembler à Geralt. Et cette idée est bien, je trouve, car ça développe vraiment bien les personnages, surtout Vesemir. Mais ils auraient pu aussi avoir une scène où, je sais pas, ils essaient de créer des potions avec Vesemir, une scène où Vesemir quiz Ciri sur des monstres. Kaer Morhen, faut le voir comme un camp militaire un peu. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté étude de la chose qui sont pas du tout développés. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu comprends pas d'où vient tout le savoir des sorceleurs. Ils parlent tout le temps des livres et tout, mais ils montrent jamais le livre. Moi, j'aurais bien aimé que Ciri, pendant une scène, il aurait suffi d'une seule scène, et parle de Vesemir. Tiens, putain, ce monstre-là, il a l'air trop cool, ça aussi, tu vois. Elle soit passionnée par ça. Elle est pas passionnée par ça et c'est dommage parce que vraiment, j'aurais aimé avoir ça. Parce que là, vraiment, les sorceleurs, c'est juste des brutes. D'où vient leur culture? Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de culture. Et dans la série, ils le disent aussi. Il y a plein de scènes où Geralt, il dit plein de trucs. Il dit, je sais lire. Il dit, ouais, je connais, c'est un monstre de certains trucs, certains livres, je l'ai rencontré. Mais montre-nous une scène avec Ciri qui étudie. Ça aurait été tout bête, mais ça aurait rajouté tellement plus au monde. Et je trouve que c'est un peu dommage. Évidemment, je chipote un petit peu. Là, c'est vrai, mais je suis un peu déçu par ça. Mais j'ai beaucoup aimé les flashbacks avec Eskel parce que c'est pas juste des flashbacks, c'est vraiment Geralt qui va dans des endroits et il revoit Eskel. J'aime bien le fait qu'il nourrisse son corps à des loups. Il y a vraiment cette idée d'écosystème, de biodiversité qui est intéressante. Les Witchers sont dans ce monde et ils respectent les êtres vivants du monde, sauf évidemment les monstres, qu'ils soient humains ou monstres. Et voir tous ces personnages que je connais des livres personnellement et un peu des jeux, ça m'a juste fait sourire. Moi, j'ai juste kiffé de fou en fait. Après, il y a des trucs que j'ai un peu moins bien aimé, c'est-à-dire la relation entre Tissaia et Yennefer. T'as l'impression que Tissaia elle est super triste, enfin elle l'est, mais t'as pas l'impression que la relation a été aussi bien aboutie dans la première saison. Du coup, tu sais pas trop pourquoi elle est aussi chagrinée par la mort de Yennefer. J'ai pas eu cette impression-là qu'elles étaient juste super potes en fait, ou même sœurs, tu vois. Il y a une relation de mentor et tout, mais c'est vrai que il n'y a pas eu cet impact émotionnel pour moi concernant Tissaia. C'est un peu dommage qu'ils aient jamais voulu montrer la cicatrice de Triss. Ils en parlent dans la série, mais ils la montrent pas. Ça aurait donné un peu plus d'importance au personnage et ça lui aurait donné aussi un complexe, le fait de montrer sa cicatrice. On le voit juste un peu sur le cou, mais c'est tout. Il me semble qu'elle a tout le torse cramé, donc ça aurait été dommage de pas voir ça. On aurait compris peut-être un peu plus Triss. Et au fait, c'est là qu'il y a un problème un peu, c'est que tu penses que Triss et Geralt vont coucher ensemble, et c'est là que je me suis dit cool, ils vont montrer le torse de Triss et du coup là elle aura ses cicatrices. Mais au fait, ils couchent pas ensemble, contrairement au livre. Dans les livres, ils couchent ensemble. Et ça, c'est un choix de scénario que je trouve étrange. On en parlera dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que du coup, ça aurait été une bonne opportunité de avoir ces deux personnages-là qui couchent ensemble. Ça dépend de ce qu'ils vont faire plus tard avec ces personnages-là. Je pense que ça aurait fait que du bien à l'histoire, qui couchent ensemble, et aussi de développer le personnage avec la cicatrice. Ou alors, vous savez, pendant la scène où il y a Triss et Ciri dans la vision de Ciri, ça aurait été cool de, je sais pas, de la déshabiller d'une certaine manière pour montrer cette cicatrice. Qu'on lui enlève la robe, qu'on la griffe par-dessus, ou je sais pas, un truc bête quoi. Parce que Triss, pour le coup, elle est bien présente dans cette saison, donc elle aurait mérité, d'après moi, un peu plus de développement de personnage. Mais l'histoire des mages, honnêtement, m'a pas du tout intéressé. Stregobor et tout le conseil des mages, il est important dans le livre, c'est vrai, mais je trouve pour l'instant très mal exploité et on s'ennuie terriblement. La torture de Yennefer, j'ai pas trouvé ça bien du tout pour le coup. Je comprends pas trop les relations au sein des mages. Maintenant, il y a Tissaia et Vilgefortz qui couchent ensemble. Ok, ça a du sens, vous allez voir. Je vais pas vous en dire plus, mais ça existe pas dans le livre, mais vous allez voir, c'est important. Tu comprends pas trop les relations entre les mages, comment ça marche leur système hiérarchique. Tu comprends pas trop qui est au conseil, des choses comme ça. C'est très peu clair, je trouve. Il y a un problème vraiment de hiérarchie et je trouve qu'il devrait un peu mieux développer ça. Surtout dans le prochain livre, les mages sont super importants. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de cette confrérie de sorciers et sorcières. Faut vraiment qu'ils rendent ça moins chiant et qu'ils développent ça un peu mieux. Mais j'ai trouvé le combat avec le Myriapode plutôt cool. Et t'as cette scène, encore une fois, comme je vous l'ai dit, où le Myriapode a besoin de Ciri et du coup il décide de pas la tuer, mais plutôt il essaie de la toucher. La créature est géniale, le design est super cool et vraiment bien fait. Les pouvoirs de Ciri, on les montre encore et encore et c'est bien parce que c'est vraiment lié à l'intrigue. C'est le mystère de la série, c'est d'où viennent les pouvoirs de Ciri. On te parle que c'est du sang ancien, vous allez voir après. Mais c'est vrai que globalement, je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais c'est l'épisode le plus long, je trouve, et c'est celui où il y a trop de temps sur les mages et je me suis un peu ennuyé. L'épisode 4, j'ai beaucoup aimé aussi. On parle beaucoup d'Oxenfurt, on revoit Jaskier. J'ai beaucoup aimé revoir Jaskier, c'est super pour le coup. Il y a une nouvelle chanson qui est évidemment pas aussi iconique
comique que la Toss a Coin to Your Witcher, la chanson de la première saison, mais elle est plutôt cool aussi. Et Jaskier a une vraie importance aussi, voilà, il participe à l'histoire, moins que dans la première saison, si je dis pas de bêtises, mais il est toujours présent en tant que, voilà, ami, et il sent un peu trahi par Geralt et des choses comme ça, il a un bon développement, je trouve. On te montre justement le génocide presque industriel, si on peut dire ça comme ça, des elfes, évidemment, ça fait penser à plein de choses, mais je trouve que Oxenfurt est super bien faite, quoi, super beau décor, tu comprends l'ambiance de la ville, t'es vraiment plongé dedans, quoi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a cette scène aussi touchante où Jaskier est un peu inquiet de son destin, il a peur de perdre ses muses, et c'est un peu la thématique de tout le monde. Jaskier a peur de perdre ses muses, Yennefer a peur de perdre ses pouvoirs, Geralt a peur de perdre Ciri, et Ciri a peur de se perdre elle-même. Et si vous regardez cette série et tous les personnages, hein, c'est à propos de la perte de quelqu'un. Vous pouvez prendre quasiment tous les personnages les plus importants, on parle d'une peur de perdre quelqu'un. Mais je trouve que la relation Jaskier-Yennefer est top, vraiment super drôle, touchante, j'aime beaucoup. Et la relation qui m'a le plus étonné, parce qu'on avait tous peur, les gens qui ont lu le livre, de la relation avec Cahir et de ce qu'ils allaient faire de son intrigue. Je trouve que c'est plutôt cool d'avoir fait Yen, Cahir, je trouve que c'est une bonne idée. Les scènes avec eux sont intéressantes, tu vois qu'ils sont pas forcément amis, mais voilà, ils sont ensemble pour se sortir de ce pétrin. Peut-être il aurait fallu une ou deux scènes avec eux pour un peu mieux développer ça, mais je trouve que l'idée est cool et ça marche plutôt bien. Et avoir Yennefer sans pouvoir, ça la motive à faire ce pari horrible où elle veut vendre Ciri pour récupérer ses pouvoirs. Ça, on en parle après. C'est un peu bizarre qu'ils aient pas montré le Zeugle, vous savez, la créature des égouts, si j'ai pas de bêtises, c'est un Zeugle, ou je sais pas comment ils appellent ça en français. Ils l'ont juste montré parce que cette créature tue deux personnes, mais c'est vrai que c'est juste une créature qui est là et puis elle s'en va, sans problème. Elle revient jamais dans l'histoire, c'est juste pour se débarrasser de ces deux personnes-là et pour dire qu'en fait les égouts sont pas sûrs, mais c'est tout quoi. Alors que le Zeugle est une créature qui peut être assez intéressante à développer dans une série. Une créature aquatique, c'est pas souvent qu'il y en a une. Désolé pour tous les gens qui vont confondre Vizimir et Vesemir. Dijkstra, j'aime beaucoup aussi, voilà, je trouve qu'il est vraiment costaud comme dans les livres, il fait peur et voilà, c'est le début de quelque chose pour ce personnage-là, il est vraiment bien interprété, super acteur. Plein de gens qui n'ont pas lu les livres doivent se demander pourquoi est-ce que tous les personnages parlent à une chouette. Si vous avez regardé la fin, vous avez compris que la chouette, au fait, c'est Philippa Eilhart. On la voit que dans une seule scène, Philippa, mais croyez-moi, elle sera importante. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien développé la manière dont Dijkstra est un bon espion. C'est-à-dire qu'il connaît tout parce que c'est la chouette qui va lui communiquer des choses d'un elfe à Nilfgaard et des trucs comme ça. Donc c'est plutôt bien fait et ça montre que Dijkstra, ça reste la tête de l'espionnage de Redania et c'est vraiment cool et je trouve que l'espionnage va être encore plus important par la suite. Enfin, c'est pas que je trouve, je sais, mais ils l'ont vraiment bien introduit et je suis content de ça. Et c'est vrai que l'acteur est génial et je pensais qu'il allait être vraiment moins costaud, mais il est costaud. Il est pas sec, mais en fait Dijkstra est pas sec. Dijkstra est juste c'est une massue quoi, il est énorme. Et en fait ça qui est drôle, c'est que le mec est énorme, mais c'est un espion, c'est un mec subtil, c'est un mec qui se cache et des choses comme ça, mais c'est une armoire à glace et ça c'est super drôle. Et c'est là qu'on parle encore du Elder Blood, le sang des anciens j'imagine en français, avec Ciri encore une fois qui développe encore plus ses pouvoirs, les fameux monolithes, les fameuses visions. Il y a cette scène que j'ai trouvé géniale où justement elle est dans sa conscience et sa conscience, bah en fait elle est agressive. C'est l'épisode 5 mais on en parle maintenant tant que j'y suis, mais c'est vrai que t'as la scène avec justement plein de personnages, je vous dirai pas qui c'est exactement, où justement sa conscience est agressive et tu vois le début de la chasse sauvage, enfin plein de trucs super cool. Et en tout cas l'épisode 4 est super bien aussi je trouve, et le 5 aussi, et on va en parler maintenant. L'épisode 5 introduit Rience qui est un peu un magicien qui utilise le feu, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils te disent dès le début que le feu est interdit par les magiciens, et qu'il y a très peu de magiciens qui peuvent créer de la magie sans consommer quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez de la saison 1, mais en fait si vous voulez faire de la magie, il faut consommer quelque chose de vivant. Et en fait Rience, tu vois qu'il a pas besoin de ça car il est beaucoup plus puissant, il peut contrôler son chaos, comme un peu Ciri. Et du coup Rience c'est un mage un peu fou, chasseur de primes, vous l'avez vu un peu dans la série, qui est super important dans les livres aussi, qui est badass, qui est puissant. On voit pas vraiment sa puissance pour le coup, car encore une fois, sans vous spoiler la suite, Rience est vraiment puissant, il est vraiment intéressant. J'ai bien aimé le fait qu'ils ont gardé la personne qui lui demande de chercher Ciri inconnue. Ils pouvaient pas faire de révélation. Déjà qu'on a eu Emir, s'ils révélaient l'autre personne, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Donc ils ont vraiment bien géré et ils ont fait une révélation à la fois. Mais vous avez bien compris, vu le visage de Lydia cramé à la fin, que cette enquête sera plus compliquée que prévu. Parce qu'il y aura des conséquences si tu n'arrives pas à retrouver Ciri. Et j'ai beaucoup aimé cette thématique où Vesemir veut tout sacrifier pour créer des sorceleurs, parce qu'en fait vu qu'il n'y a plus cette plante, tu ne peux plus créer des mutagènes de sorceleurs et du coup plus créer des sorceleurs. Et il est prêt à sacrifier Ciri avec une chance sur 10, voire moins qu'elle survive, pour peut-être créer un sorceleur de plus. Parce que c'est ça le but de toute personne qui gère Kaer Morhen, c'est d'avoir de plus en plus de sorceleurs, mais comme les monstres, les sorceleurs sont en voie d'extinction, car tu peux plus en créer, du coup il y aura plus de chasseurs de monstres, et c'est un peu l'histoire de The Witcher aussi. Et le fait que Vesemir soit vraiment déterminé à presque sacrifier une jeune fille pour ça, je trouve que ça lui donne une vraie personnalité, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien développé pour le coup, et ça peut lui créer des vrais regrets s'il avait fait. Et du coup, il se rend compte de ça, et il se sent coupable, il a presque envie de se débarrasser de Ciri à la fin, car il se sent coupable de ce qu'il allait lui faire. Donc je trouve que Vesemir, il lui a donné plus de personnalité que dans les livres, et c'est vraiment bien. Ça m'a fait rire la relation entre Istred et Geralt, car en effet, pour le coup, elle est vraiment différente des livres, ça c'est vrai, elle est peut-être pas assez aboutie, mais c'est vrai qu'il y a une petite scène où ils se rendent compte tous les deux qu'ils sont respectivement les deux ex de Yennefer, mais du coup la scène est coupée d'un coup par un monstre qui arrive, et j'étais un peu déçu parce que c'est le genre de confrontation que t'avais envie d'avoir
envie d'avoir ce dialogue en mode ah ouais, t'es l'ex de Yen, peut-être il arrivera plus tard avec Yennefer présente. Mais c'est dommage parce que t'aurais aimé cette scène entre les deux où tu dis attendez, vous avez la même ex, discutez-en un peu, je sais pas, parce que les deux sont encore amoureux d'elle, donc fallait trouver un truc. Mais du coup, je pense que ce sera pour la suite. Et bon, voilà, ça ils l'ont laissé de côté parce qu'il y avait un monstre qui arrivait, un monstre qu'ils ont aussi inventé, le fameux Chernobog. Il tue un peu facilement. Tu vois une créature comme ça énorme, et tu dis putain, ça va être difficile à tuer. Non, il tue assez facilement, mais ça montre aussi que les sorceleurs, c'est avant tout des gens qui réfléchissent et ils vont pas sacrifier la vie à se battre contre une grosse créature comme ça facilement. Ils réfléchissent, ils font des choses et ils y vont à fond. Et du coup, le Chernobog, en fait, c'est une créature de la mythologie slave. Il me semble pas qu'elle existe dans les livres, mais c'est vrai que c'est une créature juste adaptée à la mythologie slave. Alors, je sais pas si la mythologie est respectée, mais le nom, en tout cas, c'est la mythologie slave. Ça me fait rire que Yennefer soit habillée en violet dans la ville. Alors oui, c'est pour que nous, spectateurs, on la reconnaisse. Le violet comme ses yeux, mais c'est vrai que discrétion, il y a rien du tout. Tout le monde la voit là, c'est un truc de fou. Et du coup, au fait, quand j'ai commencé à voir qu'il montrait le père de Ciri de plus en plus, j'étais sûr que la révélation allait être dans cette saison 2 et c'était une bonne idée, c'est vrai. Et du coup, ils ont essayé de lier Ciri au fait qu'elle veut des parents. Tu vois toute la saison que c'est ce qui lui manque. Elle veut juste un apport parental. Elle veut une mère et un père. Et du coup, c'est pour ça que la révélation que son père est encore en vie est forte, car du coup, ça motive Ciri à vouloir aller vers son père. Même à la fin, quand la démone la contrôle, au fait, bah, elle veut retourner voir son père. Elle veut rester avec lui. Et si vous regardez bien, c'est le seul qui ne disparaît pas en fumée. Voilà, il y a sa mère qui disparaît, mais pas lui. Et du coup, c'est super bien parce que ça va motiver Ciri à aller vers Nilfgaard. Et encore une fois, Geralt et Ciri, dans cet épisode-là, ont une scène super touchante, d'après moi, qui est vraiment mignonne, quoi. Et à chaque fois qu'ils communiquent, ces deux-là, c'est vachement bien, je trouve. Mais là, il faut quand même parler de la fameuse sorcière Volef Meyer. Au début, il est annoncé comme une sorte de sorcière, Baba Yaga, tout ce que vous voulez. Et en fait, tu comprends pas trop parce qu'il y a des flashs un peu bizarres. Tu comprends qu'elle peut pas exister en tant que forme physique dans cette sphère. Du coup, elle va de personne en personne et elle est tombée sur Yennefer car c'est elle qui était la plus blessée. Elle a fait plein de personnes, mais Yennefer, c'était vraiment elle qui avait besoin d'aide. Et du coup, elle se nourrissait du deuil, de la douleur, du chagrin des gens. C'est comme ça qu'elle devient puissante. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage-là, personnage qui n'existe pas du tout dans les livres, qui est vraiment mal développé. Surtout parce que je trouve que c'est une idée vraiment pas originale. Alors que les livres sont originaux, sont créatifs. Il y avait plein de moyens de faire quelque chose de génial par rapport à cette chose-là. Limite, t'inventes quelque chose de nouveau, bah fais-le bien. Là, c'est vraiment mal exploité. Le fait que ça possède Ciri, ça a du sens parce que du coup, ça fait encore une fois référence au fait que Ciri ait peur de devenir un monstre. Et là, elle devient un monstre. Mais globalement, c'est vrai que je trouve que c'est mal exploité. La mise en scène est vraiment pas bonne pour ça. Pourquoi est-ce que des fois c'est une vieille dame? Pourquoi? C'est étrange. C'est vraiment étrange. C'est pas très clair. Je trouve qu'ils ont vraiment raté cette intrigue-là. Ça devient un ennemi et tu comprends qu'elle se transfère d'une sphère à une autre. Mais encore une fois, à la fin, est-ce qu'elle devient la chasse sauvage? Est-ce que c'est la chasse sauvage au fait ce démon? Je comprends pas vraiment en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris en fait. C'est la chasse sauvage qui cherche du coup dans ce monde-là, pas dans une forme physique, mais dans une forme astrale, spectrale, peu importe, cherche quelqu'un qui puisse ouvrir un portail entre les deux mondes. Cette personne a trouvé Ciri. Elle oblige Ciri à ouvrir un portail. Comme ça, la chasse sauvage peut arriver et récupérer Ciri. Comme ça, avec la chasse sauvage, ils peuvent voyager à travers plusieurs sphères. C'est un vrai bordel. J'aime beaucoup la chasse sauvage. Je trouve que l'idée est géniale. C'est vraiment bien foutu. Mais c'est vrai que globalement, bah, j'étais un peu déçu. Je trouve que cette intrigue du démon est pas bien. Et je pense qu'ils ont voulu un peu copier le jeu vidéo avec Gunther Odim. Gunther, ce qui était bien, si c'est leur volonté, hein, si c'était ça qu'ils voulaient faire, ce qui était bien, c'est qu'en fait, c'était un mec lambda qui exauçait des vœux. Un peu comme ce démon, du coup. Mais il était sournois différemment. Il était sournois sur les mots. Il avait toujours 10 coups d'avance. Tu vois, il était quelqu'un d'intelligent. Là, c'est un démon qui se nourrit de tes chagrins et tout. Flemme. C'est pas intéressant, c'est dommage. S'ils voulaient vraiment copier Gunther, c'est raté. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils voulaient faire. Si c'est ce qu'ils voulaient faire, c'est un vrai gâchis pour moi. Gunther, c'est la meilleure quête de Witcher 3. C'est l'un des meilleurs méchants, l'un des meilleurs personnages. C'est un personnage génial. Là, si c'est ça qu'ils voulaient faire, c'est vraiment mauvais. Hein. Donc pour moi, cette intrigue de la démone et tout, c'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment pas original, vraiment pas inventif. Ils auraient pu trouver beaucoup mieux et ils l'ont pas fait. Moi, je pensais que la saison 2 allait finir sur un combat avec Rience, car c'est lui qui a hypé comme le méchant de la saison, en fait. Mais non, en fait, pas du tout. Il y a une sorcière qui est là depuis le début, qui intervient de temps en temps. C'est un peu étrange et ça crée des choses que j'aime pas pour l'univers de la série. Donc l'épisode 5 est cool. L'épisode 6, au fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la relation qu'a Geralt avec les animaux. Son cheval, par exemple, quand son cheval meurt, il est grave triste en vrai, ça se voit. Et ça, c'est quelque chose que tu vois tout le temps. Geralt, au fait, il a un cœur en or et il joue beaucoup sur ça. Il a l'air dur, mais il a un cœur en or avec tout le monde. Ça a toujours été ça, Geralt, en fait. J'ai bien aimé aussi la manière dont il y a les retrouvailles avec le trio, justement, Geralt, Ciri, Yennefer, Amélie Télé. Il y a Nenneke aussi qui est intéressante. Nenneke qui a l'air d'être une sage dame, mais en fait, elle arrête pas de dire des gros mots, des choses comme ça. Il y a toujours un peu de twist dans les personnages de The Witcher et ça, j'aime beaucoup dans l'univers. Donc, Amélie Télé, c'était cool de voir ça. Ça faisait vraiment très paisible, très neutre, comme ils disent. Voir Krödinger et Fen. Alors, pour vous, vous connaissez pas si vous avez pas lu les livres, mais moi, ça m'a fait plaisir de les voir. C'est des personnages assez intéressants. C'est des sortes d'espions, on va dire, littéraires. Enfin, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Je les imagine
imaginé exactement comme ça pour le coup. Ils ont vraiment encore une fois réussi le casting. Et ils jouent encore une fois la hype sur la flamme blanche, donc Emir et des choses comme ça. Donc c'est bien que ce soit vraiment le cœur de cette intrigue parce que c'est vraiment bien trouvé. Et le combat final de l'épisode est le meilleur combat de The Witcher. Vraiment bien trouvé, vraiment bien foutu. Rien à dire, un super combat. Déçu qu'il n'ait pas combattu Rience au même moment, même pas un peu pour nous donner un aperçu de ce que Rience peut faire, mais le combat était génial. Ça c'est vrai. Ils ont vraiment bien compris. Il y a moins de combats certes, mais ils sont tous vraiment bien filmés et celui-ci est super classe. C'est aussi pour moi un très bon épisode et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. L'épisode 7, c'est vrai que c'est la relation Ciri-Yennefer qui moi m'a un peu déçu parce qu'en fait t'as tout ce twist sur le fait que Yennefer voulait donner Ciri à la sorcière pour récupérer ses pouvoirs. Du coup évidemment Geralt se sent trahi, Ciri se sent trahi, ils lui font plus confiance, faut qu'ils regagnent leur confiance, un truc qui n'existe pas du tout dans les livres. Du coup c'est un peu bizarre parce que normalement leur relation aurait dû être maternelle directement, mais elle l'est pas du tout. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont faire évoluer Yennefer, elle va se sentir coupable aussi, et du coup il voudra être une vraie mère pour Ciri. Elle se sent déjà coupable à la fin de la saison, c'est vrai, mais bon, je trouve ça un peu bizarre. On verra ce que ça va donner. Peut-être je suis juste déçu parce que je connais les livres pour le coup, pour cette thématique-là, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu par ça parce que je trouve que c'était pas ouf leur alchimie. Même dans les dialogues, au fait, tu ressens pas grand-chose. Mais le retrouvailles entre Jaskier et Geralt était vraiment trop mignon, j'ai trop aimé. Et vous avez vu, comme ils disent dans Le Seigneur des Anneaux, les femmes elfes ont une barbe. Oui, c'est exactement la même chose. Épisode 7, plutôt décevant aussi, je trouve un peu long, pas ouf à certains moments, et ils ont un peu trop expédié certaines choses. C'est vrai qu'en général, cette saison 2 est plus courte que la saison 1, et au fait, ils auraient peut-être pas dû faire ça. Épisode 8, pour finir, je trouvais vraiment cool. Alors ça, c'est un épisode complètement inventé, n'existe pas du tout dans les livres. Il y a quelques facilités scénaristiques par rapport à ça, la manière dont Ciri arrive à tuer des sorceleurs qui dorment. Les sorceleurs sont censés pouvoir se réveiller au moindre bruit et des choses comme ça. Là, Ciri arrive à en tuer quelques-uns avec un petit geste, tu vois, ça les réveille pas, c'est très étrange. Mis à part cette facilité, j'aime beaucoup le dilemme qu'il y a au final, hein. Le fait que le démon se nourrisse de la haine des sorceleurs, le fait que les sorceleurs veulent tuer Ciri pour s'en débarrasser, surtout qu'ils font ce parallèle à Eskel où justement ils ont tué Eskel alors que c'est leur frère, hein, plus que Ciri, pour sauver la vie de Vézémir, et là Vézémir veut tuer Ciri. Il la poignarde. Donc il y a toutes ces thématiques là, je trouve que le combat avec les basilisques est génial, les basilisques sont super bien foutus, c'est des serpents en même temps, des oiseaux, vraiment bien. Le combat est cool, hein, pour un combat inventé qui sort de nulle part, c'est pas mal. Évidemment tu vois donc les sphères, les voyages, la chasse sauvage, c'est plutôt bien foutu. Et t'as aussi la rédemption de Yennefer qui se suicide comme elle a toujours un peu voulu, c'est vrai, pour justement faire partir le démon. Et encore une fois t'as l'histoire des fameux monolithes et le fameux cliffhanger avec Emir que j'ai trouvé vraiment bien foutu. T'as aussi la réunion des rois, et pareil, réunion des rois qui aurait dû être super compliqué d'après les livres. Dans les livres c'est compliqué, là on t'explique pas grand chose, t'as des rois du nord et tout, tu connais pas ces personnages, c'est un peu bizarre, mais du coup ça finit sur la réunion des rois qui décide de tuer Ciri et tous les gens qui la protègent. Donc t'as un cliffhanger où t'as Emir, le père de Ciri, qui veut la chercher, et de l'autre côté tout le monde qui veut la chercher et buter Ciri, car si Ciri meurt, il n'y a pas de descendant légitime à Cintra, et au fait Nilfgaard il veut Ciri, car si Nilfgaard a Cintra, alors là ils seront en plein milieu des royaumes du nord et ils pourront conquérir le nord comme ils souhaitent et de manière un peu légale entre guillemets. Donc c'est pour ça que tout le monde veut la peau de Ciri. C'est que de une, il y a les monstres qui la veulent parce qu'ils peuvent voyager à travers les sphères, et de deux, parce qu'au fait politiquement, vu sa lignée, elle est extrêmement importante. Fille de Nilfgaard, fille de Cintra, c'est chaud. Ciri is something more. C'est mon troisième tatouage Witcher. Il y a marqué something more, ça vient de là, exactement. Mais la phrase a du sens, elle est belle, et j'ai été ému. Non pas parce que j'ai tatoué, hein, mais juste parce que la scène était émouvante, et c'est une phrase vraiment culte des livres. C'est pour ça que j'ai tatoué, parce que c'est culte des livres. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Witcher saison 2. Voilà, dites-moi si vous avez adoré ou pas du tout. Tout ça dans les commentaires, je lirai vos commentaires pour faire une autre vidéo. Il y aura 3 autres vidéos sur le sujet de toute façon. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.